Donc, bonjour tout le monde, moi c'est Francesco et aujourd'hui je vais vous présenter des données très préliminaires de notre étude sur les parents affirmatifs de leur enfant trans qui revendiquent pour et avec ces enfants-là. Alors, un peu sur le projet en tant que tel. Alors, on a fait une étude multidisciplinaire et pan-canadienne, c'est-à-dire qu'on a des chercheurs de partout au Canada et des participants et participantes de partout au Canada et des chercheurs qui viennent de différents milieux. Dans le fond, on a recruté 64 parents de jeunes trans et non-binaires qui se disent affirmatifs et qui se disent revendicateurs de les droits de leurs enfants pour justement comprendre c'est quoi leur expérience. Je vais vous montrer ici un peu de données sur notre échantillon. Je tiens à dire que notre échantillon n'est pas aussi diversifié qu'on l'aurait souhaité. On a vraiment tenté de le faire, mais les résultats étaient plus homogènes. Alors, en général, on a quand même une diversité de langues. On a eu 19 entrevues en français et le reste des entrevues, 45 en anglais. Et puis en termes d'orientation sexuelle, ça encore ici, c'est de les parents d'enfants trans. La majorité était hétéro, mais on a quand même reçu une bonne proportion de gens qui étaient queer de différentes façons. La majorité des parents qu'on a recrutés étaient des mères, des femmes cisgenres, ce qui représente un peu aussi le constat de d'autres études, qui est que lorsque ça vient à revendiquer pour leur enfant, c'est souvent une charge qui est mise sur le rôle de mère dans la famille. Et puis, notre échantillon est aussi très blanc. Alors, on a juste 5 participantes qui étaient racisés. Alors, ça, c'est un enjeu important que je voulais souligner. Euh, et puis, en général, la majorité des participantes étaient aussi athéistes ou n'avaient pas de religion exprimée. Mais on avait une petite proportion de gens qui étaient chrétiens, euh, une personne qui était taoïste et une personne qui était pagane. Alors, ça, c'est un peu la représentation de notre échantillon. On a fait la transcription et le codage des entrevues. Ça a pris un peu plus longtemps que prévu parce qu'on avait des défis avec nos logiciels qu'on utilisait. Mais on est maintenant à la phase de l'analyse, où est-ce qu'on complète encore un peu le codage. Les données que je vais présenter aujourd'hui sont juste de les données des entrevues en anglais, alors je m'excuse pour ça. On n'a pas encore arrivé à faire le codage des entrevues en français, mais j'ai quand même inclus toutes les citations que j'ai tirées en français, alors on va tous se comprendre. Euh, et puis vraiment, nous, notre but avec ce projet-là, c'était, il y avait plusieurs buts, mais c'était vraiment de répondre aux moments politiques qu'on vit en ce moment, de développer des ressources pour les parents, mais aussi de renforcer les liens qui existent entre elles et un peu d'aider à créer ces réseaux de soutien-là pour montrer que être parent d'enfants trans, c'est pas juste de la difficulté et de la misère, c'est aussi quelque chose de vraiment beau. Alors, un peu plus sur les méthodes. Euh, donc, comme j'ai dit, une étude multidisciplinaire qui représente aussi différentes expériences de vie, malgré le petit bémol que j'ai noté tantôt. Euh, notre équipe est aussi diversifiée en tant que telle, donc on est allé à différentes institutions au Canada, mais aussi, comme j'ai dit, on vient de différents milieux universitaires et académiques. On a aussi différentes identités, donc on a une personne il y a plusieurs parents d'enfants trans dans notre équipe, dont une personne qui est trans elle-même et d'autres personnes qui ne sont pas parents d'enfants trans, mais qui sont quand même impliqués comme moi. On a fait 64 entretiens qualitatifs semi-dirigés, donc on avait des listes de questions, mais on essayait vraiment de permettre aux parents d'apporter la discussion où est-ce qu'ils le souhaitaient. Et puis, on est, comme j'ai dit, maintenant rendu à l'analyse de contenu thématique. On utilise un logiciel qui s'appelle Quarkos. J'ai inclus une petite capture d'écran ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Encore une fois, il faut qu'on nettoie un peu les données, mais ça s'en vient bien, puis on a vraiment des belles expériences à partager. Et comme j'ai dit, c'est une approche collaborative et co-dirigée. Alors vraiment, on fait ça dans le but du consensus et d'apporter vraiment différentes perspectives à nos conclusions et pour vraiment répondre aux besoins des parents comme qu'ils nous les ont communiqués. Alors, le but de cette présentation aujourd'hui et du papier qu'on est en train de rédiger, c'est vraiment de faire un appel aux parents en général pour être de meilleurs parents et en utilisant les parents affirmatifs d'enfants trans comme des modèles accessibles à suivre. Alors, de notre projet, on a tiré des leçons universelles qui s'appliquent à tous, donc non seulement aux parents d'enfants trans. Alors, on a vraiment des leçons qu'on croit qui seraient bonnes pour la société. Euh,
Et faisant partie de ces leçons-là, on pousse vraiment ou on prône vraiment les parents d'embrasser la vulnérabilité, d'accueillir l'inconfort et de remettre en question leurs idées préconçues, soit d'eux-mêmes, du monde ou de leur enfant, pour justement pour en arriver à une vie plus saine, mais aussi une vie plus psychologiquement riche. Je vais définir ce terme-là bientôt. Et finalement, c'est un peu un chemin à deux voies, si je peux dire. Donc, c'est oui, le développement de l'enfant, assurer que l'enfant est bien soutenu, mais c'est aussi très bon pour le parent en tant que tel parce que ça mène le parent à vivre une vie plus riche et d'avoir des expériences que autrement il n'aurait pas pu. Donc, c'est quoi ça, la vie psychologiquement riche? Euh, pour certains d'entre vous qui sont connaissants de la philosophie, il y a ce concept-là qu'on appelle la vie bonne. Alors, comment est-ce qu'on vit une bonne vie? En anglais, on appelle ça the good life. Il y a plusieurs écrits qui ont été faits à ce sujet-là, mais en général, il y a deux camps qui remontent vraiment comme au texte philosophique classique, qui disent soit que tu peux vivre une vie heureuse, qu'on appelle souvent ou parfois l'hédonisme, c'est-à-dire quelque chose qui va prôner le confort, la joie, le plaisir et la sécurité, ce qui va donner une satisfaction personnelle. Ou il y en a d'autres qui vont prôner une vie pleine de sens, ou l'eudaimonisme. Je suis pas sûr que je prononce bien le mot. Mais ça, c'est une vie où est-ce qu'il y a une forte signification morale, souvent. Il y a des objectifs et il y a un ordre logique. En anglais, j'ai traduit le chose, mais en anglais, il utilise le mot coherence, donc c'est logique, tout fait du sens dans le système de pensée. Et puis, vraiment, on tire des bénéfices à la société, c'est ça qui nous donne la valeur à notre vie. Mais Oishi et Westgate ont ajouté un troisième aspect de la vie bonne, qui est la vie psychologiquement riche, c'est-à-dire une vie qui est caractéristique de variété, d'intérêt et aussi de changement de perspective. Alors ça, c'est pas nécessairement tout le temps facile ou plaisant, mais ça mène à une sagesse qu'on n'aurait pas acquis autrement. Alors nous, c'est ce concept théorique-là qu'on applique aux parents d'enfants trans. Et vraiment, le but ici, c'est d'avoir une vie qui est riche en expériences intéressantes, diversifiées et stimulantes qui vont élargir les horizons des parents et les pousser à une conclusion qu'ils n'auraient peut-être pas arrivé à autrement. Alors, dans notre projet, je parle un peu vite là, parce que j'essaie de ne pas passer le temps, mais on aura du temps pour les questions après. Il y a quelques aspects qu'on explore en particulier avec ce papier-là. De un, c'est, puis encore une fois, ça c'est toutes des caractéristiques qui sont tirées de Oishi et Westgate. Alors, je ne vais pas prendre le crédit pour ça. D'abord, c'est un intérêt à la variété, donc c'est-à-dire être exposé à différentes façons de concevoir le monde et de comprendre le monde. Il y a aussi la curiosité, donc le désir de poursuivre la découverte ou l'apprentissage de façon continue de quelque chose qui arrive tout au long de notre vie. Le troisième, c'est la résilience, c'est-à-dire développer la conscience de soi dans le monde, comprendre notre place, le rôle qu'on joue en société et aussi comment est-ce qu'on peut utiliser notre rôle pour affronter l'adversité et créer un monde plus juste. Et finalement, si on remonte aux différents styles de la vie bonne, on veut aussi démontrer que c'est pas des choses qui existent en silo nécessairement. Et puis, la poursuite d'une vie psychologiquement riche peut même mener au plaisir, à l'hédonisme, ou aussi à le sens qui est l'eudémonisme, euh, pour, genre, dans le fond, arriver à une vie bonne sur tous ces critères-là. Alors ça, c'est un peu les points que je vais explorer dans ma présentation. Commençons ici avec la variété. Alors, je vais juste trouver mes notes ici. Donc, je ne vais pas vous lire les citations, mais je vais un peu vous parler de qu'est-ce qu'ils nous ont dit. Donc, ici, la première citation de la participante numéro 44 a montré une ouverture à remettre en question ses préjugés ou ses façons de comprendre le monde et aussi ses préjudices subconscients. Alors, c'est peut-être des choses que, oui, OK, on savait qu'elles existaient, mais qu'on n'avait pas trop pensé, mais que maintenant, par le biais de notre enfant et de notre revendication pour elle, on est arrivé à vraiment comprendre c'est quoi un peu les enjeux sociaux qui existent. Je sais que comme, tu sais, pour nous qui peut-être baignons dans ces sujets-là, on dit, ben là, c'est évident, là, tu sais, oui, on le sait que la discrimination existe ailleurs, mais pour les gens qui n'ont jamais été exposés, c'est vraiment quelque chose de transformationnel qui vont les pousser vers la poursuite de la justice sociale. La deuxième citation ici que j'ai,
c'est plutôt sur les apprentissages des réalités sociopolitiques d'autres communautés. Donc, on fait des liens de solidarité non seulement avec les jeunes trans et non-binaires, mais aussi avec, dans ce cas-là, je crois que c'est aux réalités autochtones, si je trouve bien. Oui, c'est ça. Où est-ce que le parent ici, ou la mère, disait que son enfant, par sa revendication, a ouvert des portes, et puis à l'école, avait suivi des formations de sensibilisation aux réalités autochtones, et que cet enfant-là avait apporté ces connaissances-là aux parents parce que l'enfant se sentait à l'aise d'exprimer des idées peut-être pointues ou des idées où est-ce que les parents ne connaîtraient pas. Et ça l'a même poussé le parent à adopter un point de vue plus large. Alors, on pense que ça, c'est aussi super intéressant à noter. Sur le plan de la curiosité, ici, on a une citation de parents qui s'intéressent à la non-binarité et la fluidité de genre par le biais de son enfant. Alors, ici, il déclare avoir assisté à un séminaire qui expliquait dans le fond encore un concept qui va peut-être être très familier pour nous ici dans la salle, mais qui, autrement, n'est pas vraiment exposé aux parents. Donc, ici, le parent a dit que ben là, je peux être quelque chose un jour, quelque chose l'autre jour. Ça l'a complètement, tu sais, ouvert son esprit aux possibilités de genre qui existent. Et puis, ça l'a porté un peu le parent à être plus proche de son enfant pour justement apprécier cette diversité-là. La troisième citation que j'ai ici, c'est comment ça démontre comment que la richesse psychologique pousse aussi les gens à voir l'inconnu comme une opportunité d'en savoir plus. Donc, c'est dans le fond, euh, des fois, quand on ne connaît pas quelque chose, quand quelque chose nous est étrange, on a tendance à l'approcher d'un angle critique, de dire que oh, ça c'est méchant, on n'en veut pas. Mais vraiment, ici, on voit que les parents, de par la richesse psychologique, euh, réalise que quelque chose qui est inconnu, c'est pas nécessairement une menace et que ça peut pousser les parents à, encore une fois, approfondir leurs connaissances. J'ai laissé une petite. J'essayais de traduire ça, mais je trouvais pas une bonne traduction de That kind of blew my mind en anglais. Puis je tenais à noter cette partie-là en anglais parce que je pense que ça démontre vraiment à quel point que les parents leurs points de vue ont complètement été chamboulés d'une bonne façon. Ça a vraiment complètement remis en perspective leur façon de voir le monde et ça les a ouverts justement à, dans ce cas-ci, une approche plus équitable et juste aux injustices en société. Sur le troisième point de la curiosité, non, excuse, que je pense que je suis en retard de. C'est pas pour. Ok. En tout cas, ici, juste ça pour dire que j'expliquais la mauvaise station. Qu'est-ce que je viens de vous dire, ça s'applique à ce slide-ci. Finalement, la résilience, ici, on voit qu'il y a une prise de conscience qui pousse les parents vers l'action et non vers l'abandon. Ce qui arrive souvent en société où est-ce qu'on se dit, ça c'est trop pour moi, je veux juste me retirer. C'est pas du tout le cas chez les parents trans, les parents d'enfants trans. Et de deux, la résilience, ici, on parle aussi d'une expansion de la conception de la parentalité comme étant quelque chose à la fois terrifiante, mais aussi magnifique. Donc, c'est vraiment des opportunités de développement et de transformation. Et juste ça pour dire, je vais pas vous tous les lire, mais qu'il y a des liens entre l'idée d'être exposé à différents points de vue qui apportent une satisfaction personnelle, donc le plaisir, mais aussi qui vont donner un sens, qui vont montrer aux gens que ça peut être un rôle qu'ils vont jouer en société, puis qu'ils reçoivent beaucoup de légitimité par rapport à ça. Et c'est tout, je vais juste sauter. Besoin d'une conception plus large du bien-être. On a, comme je dit, des leçons pour tous. On veut on veut noter que c'est pas nécessairement quelque chose d'inévitable, la richesse psychologique. C'est pas tous les parents qui vont y arriver, mais c'est quand même un enjeu qui mérite d'être exploré. Une utilité politique importante aujourd'hui, considérant le climat dont on vient parler, qui est très inquiétant. Et puis, maintenant, les prochaines étapes, on veut terminer le codage, entamer l'analyse et commencer la rédaction.